Alors c'est le sultan qui déshabille, lui seul a le droit d'enlever la ceinture virginale, qui est une jolie ceinture tout en perles qu'elle porte autour de la taille. Ensuite, il la déshabille et ensuite, elle était totalement inexpérimentée. Mais je pense que chacune de ces maladresses a été parée par un éclat de rire. Et c'est ainsi que peu à peu, Roxolane conquiert le cœur du sultan. Pour lui plaire, elle joue de toute la palette de sa séduction. Soliman a été très attiré par toujours son humeur et sa bonne humeur, son rire, à une période qui était dure parce qu'il avait eu 3 enfants avec sa favorite précédente, qui était toujours sa favorite d'ailleurs, mais dont l'astre était en train de pâlir un peu. Et 2 de ses petits étaient morts de fièvre, comme c'était souvent le cas. Et chaque fois qu'il entrait chez Gulbahar, sa favorite, c'était pour trouver une femme en pleurs. Et il commençait à trouver que ça durait un petit peu trop longtemps. Et au contraire, chez Roxolane, ce n'était que des éclats de rire, la joie, la musique. Elle arrivait tout le temps à faire dans son petit pavillon des réjouissances. Et puis elle lui montrait les poèmes qu'elle écrivait pour lui. Ça, surtout, ça a énormément séduit Soliman, qui était lui-même un grand poète. Et ils ont commencé à faire une sorte d'émulation littéraire que les autres femmes du palais n'étaient absolument pas capables de faire avec lui. Et il a vu quand même en elle presque son égal, on va dire, sur le plan de la culture en tout cas. Pour ma part, je pense que sa principale qualité est d'avoir un esprit fin. C'est d'une certaine manière ce qu'on appellerait une manipulatrice, mais dans le sens où elle est capable de comprendre comment fonctionne un univers, quelles en sont les règles, et donc comment se servir de ces règles pour obtenir ce qu'on veut. Il devient évident aux yeux de tous que Roxolane est la préférée du sultan. Et fatalement, elle se heurte à Gulbahar, la concubine de Soliman et la mère de son premier enfant. Et elle l'agace tellement que la favorite ne peut pas s'empêcher de fondre sur elle, de lui arracher les cheveux, de la griffer. Et Roxolane ne se défend pas du tout. Elle se laisse complètement malmener. Et plus elle saigne, plus son visage est ravagé, et plus elle est contente, jusqu'au moment où le chef des eunuques intervient, bon, pas que l'autre la tue. Et ce qui va se produire, c'est que quand Soliman l'appelle pour passer la nuit avec lui, la nuit suivant cette algarade, Roxolane refuse. Et ça ne se fait pas. Jamais une femme du harem s'est refusée à son sultan. Et elle se cache, il regarde de force, il voit qu'elle est vraiment très esquintée. Et il lui dit, c'est Gulbahar. Et elle dit, oui, Padishah, je n'aurais jamais voulu te le dire. Et je crains pour l'enfant. Et c'est là qu'elle lui avoue qu'elle est enceinte. Et quand on porte la main sur une femme enceinte du sultan, c'est comme si on avait tenté de tuer le sultan lui-même. Et c'est une peine qui est punie de mort. Donc c'est extrêmement grave. Bien entendu, Gulbahar ne le savait pas. Et c'est une ruse de Roxolane qui sait que maintenant c'est fichu pour Gulbahar. Il a très bien joué, très bien joué. Et Suleiman a été furieux contre Gulbahar. Et l'a envoyé en exil intérieur, avec son fils Mustapha. Donc je crois qu'elle était d'une intelligence, enfin c'est pas que je crois, elle était d'une intelligence très 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 grande. Et elle avait le sens de l'intrigue. On a été tout à fait conscient dès l'époque qu'il y avait un mystère de cette attraction. Ce n'était pas normal qu'il soit tellement entiché de cette esclave. Et on disait que c'était une sorcière et qu'elle lui avait fait absorber des filtres et que c'était ça l'explication de ce qui paraissait inexplicable, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, l'historien, il n'a pas de document positif pour expliquer les choses. Mais tout ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une tendance dans la personnalité de Soliman à être comme ça, sous la coupe, en somme, de
personnalité, forte personnalité, et ce sera comme ça successivement toute sa vie. Sa principale rivale éliminée, Roxolane passe à la phase suivante. Parvenir au sommet du pouvoir, rien de moins. Roxolane est si ambitieuse que le but ultime est de devenir la femme légitime de Soliman, ce qui en principe est interdit. Mais elle va faire ça en 2 étapes. D'abord, elle va se faire affranchir et ensuite épouser. Pour se faire affranchir, elle lui explique que toutes les bonnes actions qu'elle va faire ne lui seront pas comptées puisqu'elle est une esclave, que donc ils ne seront pas unis pour l'éternité. Il est bouleversé, il l'affranchit. Sa 2e étape est de se faire épouser. Elle est une femme affranchie, mais elle pêche avec lui chaque fois qu'ils font l'amour ensemble, forcément. Donc, elle se refuse à lui pendant 3 nuits. Là, il commence à comprendre où elle veut en venir. Il est très fâché, il ne veut pas céder, mais à la 3e nuit, il ne peut pas se passer d'elle et il cède, avec tristesse. Et il lui dit, tu as quand même pris le risque de me perdre, un risque que moi, j'aurais jamais pris. Et il dit, mais je consens, je t'épouse. Le côté exceptionnel de la relation de Soliman avec Roxolane, sa femme, sa reine, est assez inexplicable, puisque ça ne s'est pas répété, nous ne connaissons pas d'autres cas, nous connaissons des cas au XVIIe, au XVIIIe, de sultans qui s'amourachent d'une esclave ou d'une autre, mais jamais au point d'en arriver à la monogamie. Parce que ce qu'il y a de vraiment exceptionnel dans le cas de Roxolane, c'est qu'elle s'impose en tant que seule et unique épouse de Soliman, elle s'impose en reine. Or, les Ottomans n'avaient pas de reine. Roxolane, c'est le mystère. On ne sait pas, bien sûr, c'est probablement une relation personnelle. C'était une femme extrêmement intelligente, belle, j'imagine, cultivée. Et puis, après tout, on peut se lasser du harem et avoir envie d'une relation plus stable, je ne sais. Mais il y a là vraiment un phénomène exceptionnel qui caractérise une bonne partie du règne de Soliman jusqu'à la mort de Roxolane. Même si personne n'est dupe, Roxolane a gagné. Son nouveau statut lui procure des richesses et un pouvoir considérable. Il y a des comptes. L'Empire ottoman était un empire d'une bureaucratie, tout est écrit. Et on voit les pensions qui sont données à chacune selon la hiérarchie. On pense que c'était à peu près le revenu annuel d'une province française. Donc c'est considérable. Et avec ces sommes énormes, c'est pas simplement qu'elles s'achètent des colifichets, c'est qu'elles vont faire de la politique. C'est ainsi que Roxolane devient la confidente du sultan, celle qui a toute sa confiance. Grâce à elle, le harem va devenir une véritable antichambre du pouvoir, presque un État dans l'État. À mesure qu'il s'agrandit, l'empire de Soliman le Magnifique s'enrichit. C'est ainsi qu'au fil des années s'est constitué le fabuleux trésor du palais de Topkapi. La pièce la plus célèbre de tout ce trésor se trouve ici. C'est le fameux diamant dit à la cuillère, autrement appelé le Topkapi. Regardez, c'est un énorme diamant de 86 carats. La légende raconte qu'il a été trouvé au XVIIe siècle dans une poubelle par un pêcheur turc qui l'a vendu contre 3 cuillères, d'où son nom. On raconte que le sultan l'a d'abord porté serti en bague, mais vous imaginez le poids. Alors il est surtout monté en aigrette pour orner son turban. Regardez, il y a également cette boîte qui est absolument fabuleuse. Elle contient des émeraudes de grande dimension. Les Ottomans, eh bien, ne taillaient pas les émeraudes. Ils les incrustaient telles quelles dans les bijoux, comme ce magnifique poignard. Et puis, j'aimerais vous montrer également cette épée. Cette épée a appartenu à Soliman le Magnifique. Il l'avait commandée pour commémorer sa victoire contre la Hongrie. Ces titres sont d'ailleurs inscrits en lettres d'or. Mais regardez le travail de l'orfèvre qui est d'une précision extraordinaire. On voit ainsi un oiseau en train de se faire dévorer par un serpent et leurs yeux sont faits de petits rubis. Soliman a aussi une autre ambition, faire d'Istanbul l'une des plus belles villes du monde. Pour cela, il fait appel à un architecte de génie,
Mimar Sinan. Sinan va marquer de son empreinte la plupart des grands monuments de l'Empire, à commencer par ce chef-d'œuvre, la Souleymaniye, la grande mosquée de Soliman. Ce petit mausolée qu'on remarque à peine est celui de Mimar Sinan, l'architecte de Soliman le Magnifique. Si la tombe est modeste, l'homme est considérable. Sinan a été le chef des architectes impériaux pendant 50 ans sans interruption, de 1538 jusqu'à sa mort en 1588, ce qui correspond aussi à l'âge d'or de l'architecture ottomane, aussi bien à l'âge d'or de l'Empire ottoman en général. En un demi-siècle, sur les ordres de Soliman, Sinan construit 300 édifices. Il participe aussi à la rénovation d'un des plus importants monuments de l'islam, le Dôme du Rocher à Jérusalem. Car le sultan Soliman se veut à présent gardien des lieux saints de l'islam. Mais Soliman rêve de son grand œuvre, qui portera son nom et qui restera après lui. Il demande à Sinan de lui construire une immense mosquée, qu'on appelle la Souleymaniye, la grande mosquée de Soliman. On sait d'après une source ottomane que le sultan Soliman rêvait d'une mosquée beaucoup plus décorée, beaucoup plus riche. Mais au cours de